Les entreprises face aux limites planétaires. Bonjour, vous êtes sur Plan B. Cette semaine, on va parler des limites éventuelles pouvant peser sur la transition énergétique et les entreprises qui travaillent notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l'énergie nucléaire, notamment au niveau des métaux critiques à cette transition. Donc on va parler de cobalt, de lithium, d'uranium et toutes ces joyeusetés-là avec mes invités Philippe Gauthier et Vincent Maillard. Bonjour Philippe et Vincent. Bonjour. Bonjour. Vincent, tu es patron de, alors, anciennement Plume Énergie, récemment racheté par le grand groupe international Octopus, pardon. Voilà, avec votre croissance, vous êtes combien maintenant de collaborateurs? On a une centaine de collaborateurs en France, plusieurs milliers au niveau mondial, au niveau du groupe. D'accord. Et à terme en France, vous prévoyez, je pense, des milliers. Donc vous êtes fournisseur d'énergie, hein, c'est ça? On est fournisseur d'énergie renouvelable et on est très axé depuis le début sur le mieux consommer, c'est-à-dire déjà consommer moins, être parcimonieux. Et ça déjà, ça marche. La première réserve d'énergie, c'est l'économie. Ça, c'est une évidence pour tous ceux qui ont regardé un peu ça. C'est facile. On en parlera à un autre moment, je pense. Tout à fait. Quant à toi, Philippe, tu es chercheur indépendant, tu es consultant en redirection écologique, tu es déjà passé je ne sais pas combien de fois sur Plan B, tu devrais venir du Québec, t'installer à Paris dans mon salon, il y a de la place sur le canapé, Pas en et avion. nous parler d'énergie tous les jours, voilà, et emmerder les gens sur Transition 2030. Mais sur Plan B, tu génères pas autant de réactions hostiles, je pense que tu es peut-être plus sympathique et de meilleure foi sur Plan B que sur Transition 2030, je sais pas, non. Plaisanterie à part, peut-être d'abord, d'ailleurs je vais me tourner vers toi Philippe, on a plein de sujets qu'on peut évoquer, peut-être en point d'entrée, et ce qu'on va dire dans cet épisode ne va pas forcément être à 100% en accord avec ce que peuvent dire des gens comme Aurore Stéphan, et on est là aussi pour engager la discussion, et bien sûr Madame Stéphan est libre de venir aussi témoigner quand elle le veut. Ceci dit, voilà, elle a déjà beaucoup parlé sur Thinkerview et fera des milliers de vues, des milliers de fois plus de vues que cette émission-là. Oui, combien pèse vraiment, on va dire, l'empreinte métallique de la transition énergétique par rapport à l'ensemble des métaux que consomme la société? Parce que voilà, pour avoir une empreinte minière forte, l'humanité n'a pas attendu la transition énergétique. Ouais, je pourrais me lancer là-dessus. On va commencer par le plus grand ordre de grandeur. Si on regarde tout ce que l'humanité consomme en matière de minéraux, savoir combien on puise d'eau, combien on puise de sable, enfin, tous les minéraux et pas seulement les métaux, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 100 milliards de tonnes par année. Si on regarde les carburants fossiles, le charbon, le gaz naturel, le pétrole, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 15 milliards de tonnes par année. Si on regarde que les métaux, on est de l'ordre de 2 milliards de tonnes par année, dont au-dessus de 90% de fer et d'acier, en fait. C'est vraiment le métal dominant, l'aluminium, et le deuxième arrive très loin derrière. Et actuellement, les besoins de la transition sont définis un peu stricts, là, ce dont on a besoin en métaux pour les éoliennes, les panneaux solaires, ces choses-là. Actuellement, on serait à peu près de l'ordre de 25 à 30 millions de tonnes par année sur une consommation mondiale d'à peu près 2 milliards de tonnes. Et comme ces chiffres-là sont assez mal connus, en fait, ils sont assez approximatifs, on peut dire que la transition actuellement est comme un petit peu perdue sous forme... Ces besoins sont inférieurs aux erreurs d'arrondissement qu'on a sur nos données. On pense qu'à terme, à la fin de la transition vers 2050, là, quand on sera au sommet d'activité, on pourrait être aux alentours de 70 à 80 millions de tonnes, ce qui reste quand même assez peu. C'est ça, c'est-à-dire que l'humanité n'a pas attendu la transition énergétique pour être très 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 extractiviste, et quand bien même les besoins en métaux pour les panneaux solaires, pour les éoliennes et même pour les batteries électriques. Donc je pense le chiffre qui doit être multiplié par le plus fort multiple, c'est le lithium, donc je sais pas, de l'ordre de x30, x40 d'ici 2050. Et même à ce moment-là, on va dire, le poids qu'on extrait de lithium serait quand même sans commune mesure avec, par exemple, l'empreinte du secteur de la construction. Donc, si on veut avoir une société moins extractiviste, il faut probablement consommer au final moins de carburants fossiles et moins de construction. Hein, je sais pas. Ouais. Sur le lithium, par exemple, il faut que tu gardes à l'esprit que c'est une industrie qui partait, bon, pas tout à fait de zéro, il y a des usages en verrerie, en céramique et en d'autres choses, mais en fait, c'est une industrie dont les besoins étaient très, très faibles jusqu'à récemment, jusqu'à
temps qu'arrive la question des batteries. Alors dire qu'on va augmenter la consommation de 200-300%, en fait, c'est toujours une multiplication à partir de plus ou moins zéro. Alors, on obtient des chiffres impressionnants en pourcentage, mais l'extraction du lithium, actuellement, c'est 100 000 tonnes par année. Compare ça aux 8 milliards de tonnes du charbon, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Est-ce qu'on n'a pas un biais ici parce que le lithium est beaucoup moins concentré dans le minerai que ne l'est le charbon ou même que ne l'est le fer, donc il faut quand même bouger beaucoup de minerais pour avoir 1 gramme de lithium. Ouais, c'est vrai un peu, mais je veux dire, on le déplace de pas très loin, en fait, quand tu y penses. Je veux dire, on le sort du trou, on le traite et on l'empile dans un tas. C'est pas la même chose que les 8 milliards de tonnes de charbon qu'on déplace souvent d'un bout à l'autre du monde, d'un continent à l'autre. Donc, il faut penser aux ordres de grandeur liés aussi au transport du produit qu'on a fini. Et à ce moment-là, l'empreinte du lithium, c'est à peu près zéro, comparé à celle du charbon, qui est extrêmement pondéreux. Il y a à travers le monde des milliers de trains, des milliers de navires qui sont consacrés uniquement à cette activité-là. Et ils ont une empreinte, eux aussi. Hein. Je crois qu'il faut rappeler aussi un élément très simple, mais vous me pardonnerez, ça vous paraîtra tout simple, mais malgré tout, si on compare le charbon et le charbon, on l'extrait, on le transporte, c'est très lourd, et par derrière, on le brûle. Et quand on le brûle, il disparaît. Il se transforme en gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère et qui augmente l'effet de serre et pose problème du changement climatique. Le lithium, on l'extrait, on le met dans une batterie, la batterie elle est recyclable. On peut récupérer le lithium et refaire autre chose avec. Donc on n'est pas du tout... C'est la différence entre dépenses de consommation et dépenses d'investissement. Là, c'est une extraction d'investissement pour la plupart du temps, alors que le charbon, c'est une extraction de consommation. Ouais. On pourrait ajouter que finalement l'empreinte carbone du transport du charbon est plus importante que l'empreinte carbone liée à l'extraction ou au traitement du lithium, parce que les quantités sont tellement inférieures. Moi, sur une étude qui essaie d'étudier la chose de manière assez globale sur ce sera quoi l'empreinte CO2 de la transition énergétique, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, messieurs, ça a été publié dans Nature. Ça a évalué que selon la vitesse à laquelle on mène cette transition et selon le niveau de sobriété qu'on va mener, donc si on est dans un scénario à très basse demande d'énergie, il y aurait quand même besoin, je n'ai pas l'ordre de grandeur exact en tête, mais 1 ou quelques années d'émissions de CO2 en équivalent, c'est-à-dire sur les 30 prochaines années, on émettrait de l'ordre de quelques années d'émissions humaines de CO2 pour faire la transition énergétique, et ça c'est dans un scénario on va dire, de sobriété. Dans un scénario moins sobre et de transition plus lente, ce serait plus d'années. Donc toujours, ça pour dire, évidemment, on économise plus de CO2 qu'on en émet, et plus on fait la transition vite, moins on émettra du CO2 à faire cette transition. Voilà, donc les émissions ne sont pas non plus zéro dans l'extraction des ressources nécessaires à faire la transition, mais comment dire, parce que certains disent carrément, non, mais ça émet plus de CO2 que ça n'en économise, ce qui est... absolument rien qui permette de l'affirmer. Pour parler... Alors oui, peut-être passons, parce qu'on entend, après, une fois qu'on s'est dit, bon, l'impact, effectivement, il n'est pas nul, mais il y a bien d'autres activités beaucoup plus polluantes et moins utiles que la transition énergétique qui ont une empreinte minière bien supérieure. Après, est-ce qu'on n'a pas tout de même des problèmes sur les métaux critiques, sur les stocks à notre disposition, sur le temps qu'il faut pour lancer une nouvelle mine, et donc il va y avoir des freins sur le chemin. Peut-être d'abord sur justement les stocks qu'on a à notre disposition sur les métaux critiques à la transition. Je ne sais pas, Philippe, si tu veux prendre un métal en particulier ou parler de ce sujet en général. Ouais, j'avais préparé quelque chose ici pour parler du sujet en général. Parce que la question des stocks semble simple et en réalité extrêmement difficile. Les stocks sont très mal connus, sont à peu près impossibles à connaître en fait, et ce qui fait que nos évaluations, est-ce qu'on en a assez ou pas assez, reposent en fait sur des estimations qui sont pas entièrement stables. Ce qu'on pourrait résumer, c'est qu'il y a une tension conceptuelle ou dans les discussions entre les flux de matière et les stocks de matière. Alors les stocks, c'est ce qui est sous terre. Et les flux, c'est ce qu'on extrait, ce qu'on utilise chaque année. Et il n'y a pas beaucoup de questions qu'il y a certains matériaux qui sont sous tension au niveau des flux. Et il y a certaines années, la demande est plus forte que l'offre.
où la projection de la demande est plus forte que ce qui va pouvoir être mis en service, les nouvelles mines, ces choses-là. Mais ça, c'est un peu secondaire. Ce qui est important en réalité, c'est la question des stocks. C'est pas très bien compris, sont vraiment très bien quantifiés. Bon, on revient à la question des flux, et en réalité, l'humanité a jamais eu les ressources pour faire tout ce qu'elle voulait à la fois. Il y a toujours eu les arbitrages à faire, ça, on n'a pas assez de métaux, et même dans la civilisation industrielle, le cuivre est quelque chose qui est sous tension depuis au moins 60 ans, et on a remplacé le cuivre par de l'aluminium, par différents matériaux un peu partout. Alors, en fait, la question des stocks, je dois insister là-dessus, ils sont très, très mal connus. Il y a pas vraiment de statistiques internationales qui sont compilées de façon systématique et en utilisant toujours les mêmes normes et les mêmes définitions. Il y a le US Geological Survey, le USGS, qui compile les statistiques. Elles sont mieux que rien, mais en fait, c'est basé sur beaucoup de déclarations volontaires des entreprises minières, beaucoup basé sur des déclarations de pays qui peuvent être incomplets ou des fois un petit peu frauduleuses. Des fois, on peut exagérer les stocks. Ça se fait moins que dans le pétrole et dans l'uranium, mais quand même, ça peut arriver que les compagnies aient intérêt, par exemple, à surdéclarer leurs stocks pour augmenter leur valeur boursière, des choses comme ça. Même au niveau de la production, il y a plusieurs métaux dont on ne connaît pas la production. En fait, il y a comme une douzaine de métaux à peu près qui sont exploités de façon primaire. On peut dire qu'il existe une mine d'or, une mine de fer, une mine d'aluminium, mais il n'existe pas de mine de gallium parce qu'en fait, le gallium est toujours exploité comme sous-produit de la bauxite qui est le minerai d'aluminium. Et ça, c'est un exemple classique, mais la plupart des métaux sont exploités comme sous-produit. L'argent est souvent produit comme sous-produit de la production de cuivre, par exemple. Le cobalt est presque toujours le sous-produit de la production de cuivre. Il n'existe pas de mine de cobalt, en fait, même au Congo. C'est des mines de cuivre qui contiennent une bonne proportion de cobalt. Au Canada, on a des mines de nickel qui vont contenir une bonne proportion de cobalt. Alors, on est en train de retraiter les anciens débris des mines pour extraire le cobalt qui avait été négligé à l'époque. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a comme deux filières pour le cobalt. Tu as la filière cuivre au Congo, dans les pays adjacents, et dans le reste du monde, c'est une filière basée plutôt sur le nickel. Et les quantités sont souvent mal connues. Dans le cas de la production d'aluminium, il y a des grandes incertitudes sur des données qui sont publiées parce que souvent, certaines statistiques vont donner la production de bauxite, qui est le minerai initial. D'autres statistiques vont donner la production d'alumine, qui est comme la transformation intermédiaire. Et d'autres vont donner la quantité d'aluminium fini. Bon, on arrive au chiffre de 21 millions de tonnes par année, et à ça, il faut ajouter le recyclage, qui est pas insignifiant, c'est 4 millions de tonnes par année. Alors, quand on dit qu'on a 21 millions, non, ça c'est dans le cuivre, en fait, je m'excuse, mais quand on dit qu'on a 21 millions de tonnes de cuivre par année, en fait, on en a 25 grâce au recyclage. Donc, c'est un peu connu, c'est un peu compliqué, ces questions de... et il y a des matériaux qui sont liés. Je veux dire, pour le moment, on pourrait produire, je pense, 7 ou 8 fois plus de gallium qu'on en produit actuellement parce que le minerai de bauxite n'est pas utilisé entièrement. On a trop de minerais par rapport à nos besoins en gallium. D'un autre côté, si jamais on rentrait dans une grande sobriété, qu'on produisait plus d'aluminium, on serait plus capable de produire de gallium non plus. Alors, quelle est tu parles beaucoup de gallium pour quelle est l'ampleur je m'en des rappelle stocks? pas, mais... Non, juste quelles sont les applications du gallium parce que enfin même moi je m'en rappelle pas. Le gallium, c'est ça rentre essentiellement dans la fabrication des semi-conducteurs. C'est une espèce de dopant là, pour le silicium pour augmenter ses performances. Alors c'est utilisé dans tous les produits électroniques. Là, ton téléphone intelligent est rempli de gallium et d'autres métaux comme ça dont on n'entend jamais parler, mais ils sont là. Puis c'est la même chose pour beaucoup d'autres métaux rares. Là, quand tu as des trucs qui sont dopés à l'herbium ou à l'europium ou des choses, ça n'existe pas des mines d'herbium, mais c'est quand même extrait à partir d'autres minerais. Le zinc et le plomb sont deux métaux qui sont souvent exploités ensemble. Ça vient des mêmes mines. Alors, il y a des mines qui sont plus à dominante zinc, mais d'autres qui sont plus dominante plomb. Alors, bon, tout ça,
paraît un petit peu compliqué, mais en plus, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de ces stocks, on parle des stocks connus, ceux qui ont été identifiés et officiellement évalués. Quand on parle là, qu'il reste, je sais pas moi, 100 millions de tonnes de réserves de tel métal dans le monde, c'est les réserves identifiées. Ce qu'il y a sous terre qui reste à découvrir, on n'en a en réalité aucune espèce d'idée. Ou très très vaguement. Alors les gens s'étonnent un peu quand on dit, ouais, ils vont dire, bon, le cuivre va être épuisé dans 25 ans ou dans 30 ans parce que les réserves sont de temps et la consommation est de temps. Mais en fait, les réserves augmentent. Et c'est ce que les gens comprennent pas. Parce qu'au fur et à mesure, quand une mine commence à s'épuiser, les géologues vont sur le terrain en chercher d'autres. Et en trouvent d'autres avec relativement de facilité encore, dans le cas du cuivre. Le cuivre, c'est très particulier. En 1900, on produisait à peu près 1 million de tonnes de cuivre par année dans le monde. Et les stocks, les réserves étaient évaluées à peu près ont toujours été évaluées à quelque part entre 25 et 50 ans. 30 ans à peu près en moyenne. De nos jours, on produit 21 millions de tonnes par année, et les réserves sont encore évaluées à 38 ans. Mais les réserves n'ont rien à voir avec les stocks minéraux disponibles, enfin, qui sont là quelque part sous terre, mais on ne sait pas forcément où encore. Mais on pourrait les trouver et les mettre en exploitation éventuellement. Donc, on voit que la question des stocks se pose très, très différent de celle des flux, où la production, le rapport entre la production de métal et les besoins de l'industrie là, en termes de consommation, où là, souvent, il y a des tensions importantes, mais qui sont souvent épisodiques. L'industrie des métaux est très cyclique. Hein? Il y a des booms de demande pour les métaux. Après ça, il y a des périodes de faible demande. Les minières perdent de l'argent parce qu'ils exploitent à perte, parce qu'il n'y a plus de demande pour leurs trucs. Et c'est comme ça depuis toujours, en fait, cette industrie-là. Alors, le fait qu'il y a une pénurie pressentie, par exemple, de cobalt actuellement, est pas si significatif que ça. À vrai dire, je disais récemment que entre le mois de septembre 2022 et le mois de mars 2023, le déficit de cobalt prévu avait chuté de moitié. Parce que il y a des nouvelles technologies de batteries avec moins de cobalt ou sans cobalt. C'est ça, lithium fer phosphate. Donc, tout le fer phosphate et les sodium-ion commencent à rentrer sur le marché. Donc, en fait, les besoins en cobalt viennent d'être évalués sérieusement à la baisse. Et on pourrait s'acheminer vers une situation où on aurait des surplus de production de cobalt dans 10 ans, alors qu'on nous prévoyait des déficits extraordinaires. Alors ça, oui, c'est un développement assez majeur des 2-3 dernières années, parce que, ouais, effectivement, il y a des inerties dans la transition énergétique, c'est sûr, mais il y a aussi des choses qui vont assez vite. Donc, il y a 2-3 ans, les batteries LFP dont on est en train de parler ici, lithium fer phosphate, ça pesait pas gros en termes de part de marché. Là, j'ai cru comprendre qu'en Chine, une bonne moitié des véhicules électriques vendus, donc la Chine c'est le premier marché du véhicule électrique, et la moitié de ces batteries c'est des batteries LFP, donc qui se passent de cobalt et de nickel, soit dit en passant. Et donc effectivement ce dont tu parles, c'est qu'en très peu de temps, la projection de demande du cobalt pour 2030 a été radicalement revue à la baisse juste de ce fait. Voilà. Si tu veux me laisser continuer sur les problèmes théoriques, vas-y, ouais. C'est important de comprendre le problème d'évaluation des stocks est très très difficile, et il y a toujours la question, bon, dans le pétrole on parle toujours du pic pétrolier, et puis le pétrole est un cas particulier parce que les stocks de pétrole ont été étudiés à fond et sont relativement bien connus. On a une idée assez précise de ce qui reste des stocks. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres métaux qui n'ont jamais été étudiés autant que le pétrole, qui est un cas un peu particulier. Et je voudrais, pour servir d'exemple, faire référence à un article écrit en 2007 par Ugo Bardi et Marco Pagani. Ugo Bardi est connu, il a écrit notamment ce livre, Extracted, qui existe aussi en français, mais je me rappelle plus du tout sous quel titre, qui était en fait un rapport au Club de Rome sur la question des ressources minérales. Et bon, quand c'est sorti en anglais en 2013, c'était une grosse affaire. Maintenant, on n'en parle presque plus, parce qu'en fait, le bouquin est sérieusement périmé. Mais avant ça, il avait écrit cet article de 2007 qui s'appelait Peak Minerals, où, en fait, il avait identifié 11 métaux stratégiques qui avaient dépassé leur pic.
Et si je donne quelques exemples de ces métaux-là, j'ai l'article sous les yeux ici. Bon, t'as le mercure qui a atteint son pic en 62, ça tient toujours. Mais il parlait de métaux comme le plomb, le cadmium, la potasse, le sélénium et le gallium, notamment. C'est assez intéressant. Le gallium, il affirmait qu'il y avait eu un pic dès 2002. Mais l'affaire, c'est que j'ai vérifié toutes ces affirmations-là l'année passée avec 15 ans de recul. Et à part le pic du mercure, aucun de ces pics n'a tenu. Les productions de tous ces métaux-là sont supérieures actuellement à ce qu'elles étaient à leur supposé pic. Alors, par exemple, le plomb était censé avoir atteint un pic en 1986. Et bon, effectivement, dans les années 80, il y a eu un plafonnement de la production de plomb, mais ça n'a pas tenu très longtemps. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des facteurs non géologiques qui rentrent en ligne de compte. Les années 80, c'est l'époque où on est passé à l'essence sans plomb. Alors, la demande en plomb a chuté, en fait, parce qu'on n'avait plus on avait plus d'usage pour autant de plomb. Alors, il y a eu un pic au début vers 86, de la demande, mais c'était plus un pic de la demande que des véritables demandes limites les géologiques. Et à partir de là, dans les années 90 et 2000-2010, la demande de plomb a augmenté très lentement. C'est pas le métal le plus populaire, mais on est actuellement à un niveau de production qui est supérieur au supposé pic de 1986. Et le problème que j'en ai parlé avec Hugo Bardi, il va vous dire, tu t'es trompé dans toutes tes projections. Et il admettait très volontiers. Il dit qu'en fait, il reconnaît maintenant que la méthodologie qu'il avait utilisée était erronée. Et ce qu'il avait fait, il avait utilisé ce qu'on appelle des linéarisations de Huber, qui ont été développées par M. King Huber pour prévoir l'évolution de la production pétrolière. Et le problème de la linéarisation de Huber, on compare deux courbes en fait. On compare la courbe de production, une espèce de courbe idéalisée. Je veux dire, un cycle de production normal d'une ressource devrait partir lentement, augmenter jusqu'à un sommet puis diminuer de façon régulière. La fameuse courbe normale en forme de cloche. Donc, ça devrait correspondre à ça. Et ce qu'on fait dans une linéarisation de Huber, si on se résume, là, si on est un peu sommaire, c'est qu'on compare l'état de la production actuellement à cette cloche théorique pour déterminer si on approche du sommet ou pas. Mais pour le savoir avec certitude, ça prend une bonne connaissance de la production ultime, c'est-à-dire de tout ce qu'on pourra produire dans la vie d'une ressource. Pas seulement les réserves qui sont actuellement identifiées, mais tout ce qui est encore sous terre et qui attend d'être découvert. Et dans le cas du pétrole, ça marche parce qu'on a une idée raisonnablement précise de l'ultime. Mais dans le cas des métaux, la plupart des cas, on n'a aucune idée de l'ultime. Il y a eu très peu de recherches sur la plupart des métaux. On n'a aucune idée. Alors, l'espèce de fit logistique d'ajustement des deux courbes ne se faisait pas très bien. Et Bardi, en fait, a utilisé l'évolution de la courbe de production pour essayer de déduire une espèce pour essayer de déduire quelle était l'ultime. Il disait, ben, si la courbe ralentit, c'est probablement qu'on s'approche du pic, donc on peut déterminer approximativement quel sera l'ultime. Mais en fait, on voit que ces pics-là étaient temporaires, liés plus à des problèmes de demande que des problèmes de géologie, et ces résultats sont avérés à être erronés. Bon, tout ça est assez théorique, nous mène assez loin, mais c'est pour nous montrer que les calculs de coin de table, où on prend la réserve connue, qu'on la divise par la consommation connue de métaux à chaque année. Alors, on dit, il reste 100 millions de tonnes et on utilise 2 millions par année, donc les stocks seront épuisés dans 50 ans. Ce genre de calcul-là n'a aucune espèce de valeur parce que, en fait, la consommation et les stocks sont dynamiques et vont varier dans le temps. Les stocks vont avoir tendance pas les stocks, mais les réserves vont avoir tendance à être réajustées à la hausse parce qu'on en trouve toujours des nouvelles. Ça ne durera pas pour l'éternité, mais actuellement, c'est la situation et ça va l'être probablement jusqu'à la fin du siècle. Et bon, voilà, je suis en train de perdre le fil, mais c'est essentiellement ce que je voulais dire sur cette question-là. Je crois que c'est clair. Enfin, du moins, dans l'immédiat, on n'a très clairement pas tant un problème de réservoir, mais peut-être, alors, j'en viens à une question peut-être plus tendue, mais de débit du robinet. Voilà. Donc, il y a eu un article de Bloomberg où, bon, je pense pas que Bloomberg soit particulièrement réputé pour être contre la transition. Donc là, moi, je l'ai plutôt pris au sérieux.
relatant des tensions à venir sur le cuivre. Alors, je ne me rappelle pas de toutes les applications du cuivre pour la transition énergétique, mais je pense principalement le renforcement des réseaux, peut-être les unités de stockage, les batteries de voitures. Je ne sais pas si ça sert aussi dans les éoliennes, le cuivre. Bon, bref, vous me corrigerez. Mais en tout cas, c'est un métal qui voit sa demande vraiment s'accélérer du fait de la transition énergétique. Donc, c'est un de ces métaux-là qui fait qu'avec la transition énergétique, la demande augmente de manière significative, donc ça dépasse l'épaisseur du trait. Et c'est une industrie donc l'extraction minière du cuivre, qui a peu investi depuis 10 ans, qui se réveille un petit peu, le temps d'ouvrir les mines, etc. Donc globalement, il y a des observateurs qui disent, mais non, il n'y a aucun moyen que dans les 10 prochaines années, on ait suffisamment de cuivre pour nourrir les besoins de la transition énergétique. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Probablement, mais Bloomberg, j'ai survolé l'article qui m'a fait parvenir. Bloomberg a quand même un cadre d'analyse assez statique. Hein. Le besoin en cuivre, c'est ça, il va pas varier. Mais en fait, il y a beaucoup de substitutions qui sont possibles pour le cuivre. Déjà, même pour les lignes de transmission électrique, tout ça, l'aluminium est souvent substitué au cuivre. Ça va probablement l'être de plus en plus. Là où on peut pas remplacer le cuivre, c'est dans les bobines d'induction, ces trucs-là qui produisent le courant dans les moteurs ou qui, dans les transformateurs, ces choses-là, le cuivre est pas remplaçable à ma connaissance. Peut-être que Vincent a des meilleures connaissances là-dessus, mais et quand même, bien qu'on Quoi qu'on en dise, la production de cuivre va augmenter très très vite. En 2010, c'était de l'ordre, je crois, de 16 millions de tonnes par année. Je pense qu'en 2005, c'était de l'ordre de 12 ou 15 millions de tonnes. Ça a augmenté très très rapidement. On est rendu à 21 là, en 2022. Bon, la demande augmente encore plus vite. Mais à un moment donné, la question, c'est il va falloir faire des arbitrages. Est-ce qu'on peut mettre la pédale douce sur la construction? La construction est un secteur qui utilise beaucoup de cuivre aussi, pour la tuyauterie, pour le filage dans les murs, tout ça. C'est souvent en cuivre. Est-ce que on est dans un monde où la population est sur le point de stabiliser? Est-ce qu'on va construire autant? Si on construit plus autant, ça va libérer en réalité des quantités de cuivre pour les envoyer vers d'autres usages. Stabiliser, on atteindrait 10 milliards en 2050, 2060 avant que ça redescende gentiment. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dans des immeubles, enfin plutôt bref, je sais pas comment dire ça, dans des habitats qui vont peut-être se moderniser et utiliser plus de métaux. Mais ok, je te laisse poursuivre. Ouais, si je peux faire juste une remarque sur le cuivre, Vas-y, parce que Vincent. c'est quand même assez frappant parce que faut voir qu'on a quand même beaucoup de cuivre qui est non qui va pouvoir être récupéré à l'occasion de la transition énergétique. Quand on avait fait le calcul sur le réseau ancien de télécom en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du cuivre partout parce que c'est le réseau historique qui servait au téléphone. Pourquoi est-ce que le téléphone, auparavant, était alimenté en électricité? Donc, vous n'aviez pas besoin d'électricité chez vous pour téléphoner. Hein, ça, avec une coupure de courant, ça continuait à fonctionner. Donc, il y avait des conducteurs de partout. Et ces conducteurs étaient des conducteurs dédiés. C'est-à-dire qu'ils faisaient 3 km de long entre le répartiteur, en moyenne de 3 km de long, entre le répartiteur et chez vous. Il y avait une continuité de paires de cuivre qui vous alimentait. Ce qui veut dire que dans les fourreaux des opérateurs de télécom, il y a des quantités énormes de cuivre. Et en fait, aujourd'hui, on ne s'est jamais posé la question de savoir comment le récupérer, parce que la question ne se posait pas, ce réseau était utilisé. Mais il se trouve qu'on passe à la fibre, et la fibre, ça prend moins de place, et ça prend pas de cuivre. Donc l'ancien réseau, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, on a, dans les sous-sols d'Orange, en France, 1 million de tonnes de cuivre. C'est énorme en termes de quantité et de capacité à développer toutes les éoliennes dont on a besoin dans les 50 C'est ans. récupérable? C'est récupérable en partie parce que c'est des câbles qui sont assez... Alors, il y a deux sujets. Il y a comment est-ce qu'on le défait du fourreau. Et après, c'est comment est-ce qu'on récupère le cuivre et qu'on retire le plastique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en termes de densité de cuivre, par rapport à une mine, c'est bien plus dense en cuivre que ne peut l'être une mine, parce que c'est quelque chose qui a déjà été raffiné. La seule chose, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui cherché les moyens de l'extraire, parce que cette question ne se posait pas. Mais si je me souviens bien, il y a à peu près 1 million de tonnes de cuivre en France qui est immobilisé sous cette forme-là. Et 1 million de tonnes de cuivre, c'est à peu près les besoins de toutes les éoliennes qu'on prévoit pour 2050. Donc, en fait, les éoliennes pourraient techniquement
être construite uniquement avec du cuivre recyclé à partir de l'ancien réseau cuivre du téléphone. Mais la question de la récupération est pas simple. J'en ai parlé à un copain qui est dans le secteur des télécoms. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a en France, mais au Québec, il y a beaucoup de fils qui est enterré. Et le déterrer pour le recycler serait probablement pas rentable. Par contre, la partie aérienne, la partie dans les centres, les centraux de téléphone, tout ça, les répartiteurs, ça c'est très jouable. Et on approche du moment où on pourra le faire, parce que ces réseaux sont désuets et tombent en service les uns après les autres, sont remplacés par de la fibre. Ok, intéressant. Ok, En France, donc il y a on peut recycler, on peut trouver d'autres métaux comme l'aluminium pour se substituer. On peut accélérer un peu les investissements dans les mines, même si c'est de plus en plus long à porter ses fruits. Je ne sais pas si vous voulez prendre un autre métal. Alors on a parlé de cobalt et en quoi, sans dire que le problème c'est bon et réglé, mais bon, quand même, la tension c'est quand même beaucoup desserré en assez peu de temps. Est-ce que vous voulez prendre un autre exemple comme ça? Parce que je pense en multipliant un peu les exemples, on a une bonne compréhension de la big picture aussi. Ouais. On a beaucoup parlé de cuivre, c'est toujours le grand exemple. C'est un peu dommage parce que c'est un métal qui est un peu atypique. On prend toujours comme cas type et en fait, chaque métal a ses particularités. Et la plupart sont extraits et raffinés de façon très différente. Ce qui est intéressant aussi avec le cuivre, c'est que j'avais fait un peu de recherche là-dessus. On a beaucoup parlé du fait que les mines ont des minerais moins concentrés qu'avant. On est passé de 3-4% de concentration au début du siècle à un quart, un demi% actuellement. Mais on trouve des gisements qui sont encore relativement concentrés, mais l'affaire, c'est que les gisements concentrés tendent à être plus petits aussi. Et les compagnies minières préfèrent s'installer sur des très grands gisements, quitte à ce qu'ils soient moins concentrés. Ils préfèrent ça. Donc, en fait, il y a une espèce de biais de sélection au niveau minier pour les gisements peu concentrés et plus grands. Si on a le choix entre les deux, c'est ça qu'on choisit. Il faut savoir aussi, il y a cette espèce de présomption que le coût énergétique de l'extraction ira toujours en augmentant. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des limites aux économies qu'on peut faire là, dans les processus d'extraction, de raffinage. Mais dans le cas du cuivre, apparemment, la consommation d'énergie liée à la fabrication de cuivre va diminuer de 60% par rapport à 1990. La quantité de cuivre égale, parce que les techniques de broyage sont beaucoup améliorées. Et parce que avant, on fondait le cuivre un peu comme de l'acier avec du charbon. Et maintenant, presque tout le cuivre est produit par électrolyse, procédé à peu près sans perte. Alors, la consommation énergétique par kilo de cuivre produit a diminué de 60% depuis 1990. Par contre, ces gains-là sont probablement arrivés à leur limite. Il y aura probablement plus beaucoup de gains importants, mais on peut pas juste présumer qu'il y a une augmentation continue de la dépense énergétique liée à certaines choses. Il y a aussi qu'on parle beaucoup des matières de roches extraites, mais on voit qu'il y a certaines roches dont on va extraire en fait 3, 4, 5 minéraux. Parce que la même roche va être retraitée pour aller chercher un autre minerai en production secondaire. Donc ces choses-là deviennent un petit peu compliquées. Alors quand on me dit oui, le lithium n'est probablement pas un bon exemple. Je pense qu'il n'y a pas de minerai secondaire qu'on va chercher avec le lithium dans la plupart des cas. Mais dans le cas de, je sais pas moi, du zinc, du plomb, d'autres minerais comme ça, il y a toujours des minerais associés. On extrait à peu près jamais un seul minerai. Peut-être continuons de parler du lithium, parce que il me semble que c'est un des métaux, voire le métal dont le besoin va le plus augmenter du fait de la transition énergétique. Donc j'ai vu un x40 dans une étude de l'AIE. Bon, voilà. Bon. Ok, x40 en 30 ans, voilà. Comment est-ce qu'on y arrive? Attention aux études de l'AIE, ils parlent des besoins de la transition qui vont augmenter 40 fois, pas de la consommation totale de lithium. Le lithium n'est pas utilisé que dans la transition pour faire des batteries, il est beaucoup utilisé dans l'industrie pour différents matériaux, beaucoup utilisé en verrerie, en céramique, des choses comme ça. Alors non, là c'est x40 juste pour le besoin de la transition. Là c'est x40, juste la transition entraînerait une multiplication par 40 Mais ça veut pas dire que le besoin total de lithium augmente 40 fois. Alors, peut-être, oui.
À ce moment-là, déjà, les ordres de grandeur ont l'air un petit peu moins épeurants quand on se souvient que, oui, pour la transition, on part d'à peu près zéro. Enfin, il y a 10 ans, on est à peu près à zéro dans les besoins, mais qu'il y avait déjà une industrie en place. Euh, Hmm. donc, Et des alors fois, on là, joue un c'est un peu... métal assez abondant dans la croûte terrestre. Là aussi, il n'y a pas de problème enfin, taille du réservoir, du moins pas qu'on sache. Est-ce qu'on a quand même un problème de robinet, de concentration voilà. Oui, c'est un des métaux où clairement on a un problème de robinet. Mais bon, écoute, le, le problème de la taille du déficit est rarement estimée, tu le remarqueras. Euh, Hmm. si on a un déficit de 5 ou 10%, ça veut pas dire que la transition peut pas se faire. Ça veut dire que les projets sont ralentis. Et ça veut dire que je veux construire une usine de batterie. Je suis pas capable d'acheter le lithium. Je suis pas capable d'acheter par contrat à long terme le lithium dont j'ai besoin pour démarrer. Eh bien, je vais attendre 3 ans de plus qu'une nouvelle mine de lithium rentre en production. Je vais acheter sa production. Je vais commencer. Alors, ça retarde, ça empêche pas. Hum, hum. Je sais pas Oui, oui. si je suis clair. Alors, en effet, qu'on comprenne bien, les questions que je soulève, mais toi, je sais que tu le sais, Philippe, c'est pas du tout pour dire attention, on arrête tout, il y aura pas assez de ceci, il y aura pas assez de cela. D'ailleurs, c'est malheureusement certaines réactions que peuvent engendrer certains discours sur la question des métaux. Où la conclusion de beaucoup de personnes, c'est ah bah, tout ça ne sert à rien, il va rien se passer, alors qu'on parle plutôt, oui, éventuellement des ralentissements, des tensions, peut-être des ralentissements plus ou moins temporaires, et peut-être revoir nos besoins à la baisse, mais en aucun cas ça ne justifie de dire ah bah alors on annule tout, il y aura pas assez de métaux, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, Ouais. il Il y a, il y a, faut, il y a, faut il y Non, mais a- bien nuancer. je vais laisser le parler lithium, Vincent, il n'a pas beaucoup parlé encore. non, mais je suis à faire une remarque de moi, ce que j'ai vu sur le lithium, quand on en parlait il y a 10 ans, on disait, bah oui, il y en a au Chili, il y en a peut-être un peu dans d'autres pays, mais il y en a relativement peu. Et du coup, depuis qu'on parle des besoins de lithium pour la transition énergétique, on découvre qu'on en retrouve en France. Donc on voit bien que, alors que ça paraissait invraisemblable il y a 10 ans de se dire qu'on allait exploiter Hmm. du lithium en France. Donc on voit bien que c'est juste parce qu'on n'a pas cherché et qu'on est allé dans la facilité, le cas le plus typique, je pense, de carrière assez facile, c'était le cas des carrières en Chine, au Chili. Voilà. Donc encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas cherché. C'est ça, Ouais. Et une puis, mine découverte on est, récemment en Alsace qui, à elle seule, couvrirait les besoins de la France en lithium. Alors, c'est pour donner un ordre de grandeur. Ça ne veut pas dire que tout ce qui sera extrait de cette mine en Alsace va servir Hein. l'industrie française. Mais c'est pour donner un ordre d'idée, effectivement. d'ailleurs, avec ces discussions d'il y a 10 ans, on est resté avec l'idée que le lithium était un métal sud-américain, mais le premier producteur actuellement, c'est l'Australie, dont les réserves étaient à peine connues ou reconnues il y a 10 ans. Ça bouge quand même très, très vite. Hmm. Ok. L'autre problème qu'il y a avec ces calculs-là, c'est que souvent on attribue à la transition des ordres de grandeur qui n'ont pas beaucoup de sens. Ceux qui disent que les batteries sont impossibles parce qu'il n'y a pas assez de lithium vont souvent reposer sur des évaluations très exagérées des besoins. T'as Simon Michaud qui travaille là, pour l'Institut géologique de Finlande. Je me rappelle plus son nom exact, le GTK en finlandais. Qui a commis il y a quelques mois une étude où il disait qu'on n'avait absolument pas assez de lithium dans toute l'écorce terrestre pour faire la transition. Mais le problème, c'est que c'est un admirable géologue, Michaud, mais il connaît strictement rien à la transition, il connaît pas les ordres de grandeur. Alors lui estimait que pour faire la transition, il fallait 6 semaines de réserve en batterie, 6 semaines de stockage en batterie sur l'ensemble du réseau électrique qu'on aurait post-transition. Alors que toutes les études actuelles et toutes les Et simulations 5 montrent heures. que 4 ou 5 heures suffit. T'as ce bonhomme, ce chercheur Osmond en Australie, qui fait depuis 2 ans une simulation avec un mix énergétique et la météo réelle en Australie. Et 99,1% du temps, 5 heures de batterie suffisent. Et là-dessus, on n'a pas encore eu de mesure de gestion de la demande ou des choses comme ça. C'est juste un système renouvelable et des batteries
et on alimente les données météo et ça marche 99% du temps. Là, on vient de finir une semaine désastreuse, c'était 97% seulement la semaine passée. Mais c'est pas un problème avec des problèmes des systèmes de gestion de la demande ou même du backup hydrogène ou biogaz, je sais pas quoi. On comblerait le déficit, c'est même pas prévu dans son modèle. Mais il se rend même pas jusque-là, et déjà les besoins sont couverts. Donc, Alors, souvent, donc, pardon, on a je des veux bien discussions m'arrêter sur sur des ce ordres point de parce grandeur que qui sont faux. oui, alors je Les- viens vraiment pour que Ouais, les gens comprennent aussi, parce que tout le monde n'est pas au même niveau enfin, n'a pas le même historique que toi, Philippe. C'est-à-dire ouais, que là, je suis désolé, je te vois. au-delà des gens qui connaissent pas le sujet comme celui que tu cites, même parmi les experts, l'estimation de ce que seront les besoins en batterie pour la transition énergétique ont plutôt eu tendance à baisser jusqu'à arriver aux 4 ou 5 heures que tu cites. Mais même les experts il y a 10 ans, je pense, auraient estimé que les besoins en batterie auraient été supérieurs. Et là, il est revu à la Hmm. baisse du fait de progrès qu'on a fait dans la compréhension et la connaissance des besoins en flexibilité du réseau électrique. Voilà. Mais depuis, je sais pas, moi, les 5 dernières années au moins, toutes les études font des simulations, qui analysent le besoin en batterie arrivent toujours à des chiffres entre 4 et 6 heures. Donc les besoins en batterie sont pas aussi gigantesques qu'on le pensait il y a 10 ou 15 ans, et ça rend la transition plus facile et les besoins en métaux inférieurs à ce qu'on prévoyait initialement. Oui, Ok, oui, vas-y Vincent. Ouais. juste que par ailleurs, il n'y a pas que les batteries pour stocker l'énergie dans un réseau. On peut faire l'hydraulique, on peut faire l'hydrogène. Il y a d'autres technologies qui permettent de stocker. Donc voilà, c'est une autre des raisons qui font que, effectivement, si on dit que ça sera 6 semaines que sur batterie, évidemment, on a un ordre de grandeur qui n'a aucun sens. Ouais. Même cet Australien, Osmond, il évaluait même pas la possibilité de faire du stockage de chaleur. Ça se discute de plus en plus. Si on avait des systèmes un peu automatisés pour contrôler la température des maisons, qui utiliseraient les données météo pour faire des prévisions, il est très possible, plutôt que de chauffer, moi je sais pas, à 19 degrés tout l'hiver pour économiser l'énergie, on peut très bien, une journée où il y a beaucoup de soleil, beaucoup de vent, chauffer la maison à 23, 24 degrés, et quand du temps moins favorable arrive, on coupe le chauffage et on laisse tranquillement la température diminuer à 19. Alors on a stocké sous forme de chaleur dans des maisons sans aucun équipement, sans aucun métaux supplémentaire, des quantités invraisemblables d'énergie, je veux dire des kilomètres cubes d'air chauffé 2 ou 3 degrés de plus. C'est des quantités invraisemblables d'énergie qui est libérée progressivement. Et tout ça remplace des besoins en panneaux solaires, remplace des besoins en batterie. C'est ce qu'on appelle du stockage thermique. Il y a moyen d'aller plus loin, d'accumuler des grandes quantités de chaleur sous forme de pluie, de l'eau chaude injectée dans des puits comme ça. Mais à la base, même avec une gestion de ton thermostat appropriée, ta maison, dans l'état actuel de son équipement, pourrait être utilisée pour stocker de l'énergie sans aucune modification. C'est quand même Mhm. impressionnant. Et ça diminue les besoins de batterie, ça diminue les besoins de transport électrique, ça diminue les besoins de toutes sortes de choses. Notre compréhension de la façon dont on peut organiser les réseaux, ce qu'on appelle l'architecture de réseau, a beaucoup évolué. Et si on mettait tout en place, ce qui va prendre un certain temps, on serait dans une situation bien meilleure que ce qu'on pense actuellement, où on pense un peu en termes ancienne école d'installer du dur, là, d'installer de l'équipement lourd partout, et ça va régler tous nos problèmes, alors qu'il y a des techniques de gestion qui peuvent nous permettre de faire une grande partie du chemin. Mhm. Parlons, oui, alors on est un peu en train de parler de demande, de gestion de la demande. Juste pour terminer sur côté offre, on a parlé de pas mal de métaux critiques, on va dire consommés en grande quantité enfin relativement grande quantité par la transition énergétique. Est-ce qu'il n'y a pas des métaux consommés en petite quantité, mais qui néanmoins sont rares? Je sais pas, on parle de néodyme pour les éoliennes, alors c'est pas un métal, mais de polysilicium pour les panneaux solaires, enfin voilà, parce que voilà, on consomme quand même une variété de métaux pour faire la transition, pas juste pour les panneaux solaires et les éoliennes, mais pour tout le système, quoi, dans l'ensemble du système. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une petite bête qui se cache parmi les dizaines de métaux nécessaires, un ou deux qui pourraient lâcher? Alors, avec ce raisonnement-là, on aurait aussi pu dire il y a 20 ans, mais la transition numérique se fera jamais.
que ce soit en qualité ou en quantité. Voilà, la transition numérique, s'il y a 20 ans, avec beaucoup de raisonnements actuels, on aurait aussi pu dire, mais non, mais attendez, le temps d'ouvrir les mines, et puis il y a plein de métaux, on utilise toute la table de Mendeleïev, jamais cette transition ne se fera. Et aujourd'hui, bon, bah, la transition numérique s'est faite pour le meilleur et pour le pire. Voilà, bon, je sais pas si on peut prendre des exemples de métaux consommés en petite quantité, mais qui sont quand même critiques. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos du gallium là, qui est utilisé dans les composants électroniques. Il y avait un pic apparent en 2002 et maintenant le niveau de consommation a été multiplié par 7 et 8. Et évidemment, l'éléphant dans la pièce, si j'ose dire, ce sont les terres rares qui sont toujours citées et les terres rares, c'est un peu... c'est un peu un des trucs où il est plus difficile d'avoir une discussion intelligente parce que la production pour la plupart des terres rares est extrêmement mal connue. Il y a des mines de terres rares, mais en fait, c'est les 15 terres rares ou les 17 terres rares qui sont souvent exploitées au même endroit. Les quantités de métal dans le minerai sont infimes pour chacun des métaux. C'est souvent quelques parties par million. Mais d'un autre côté, on va pouvoir en extraire 10 ou 15 au même endroit. Euh, en fait, les terres rares, il y en a absolument partout. Le vrai problème, c'est que on n'aime pas les exploiter parce que les processus d'extraction, de séparation là, du métal, du minerai, utilisent beaucoup d'acide et sont extrêmement polluants. Alors, on a tout délégué ça à la Chine avec un grand bonheur. Et la Chine est devenue absolument dominante là, au début des années 2010. Elle contrôlait 90% du marché. Mais bon, c'est un enjeu stratégique actuellement. Je pense que la part de la Chine est retombée à 70%. C'est important, là, mais en cas de crise, beaucoup de besoins critiques seraient couverts en Occident sans avoir besoin de la Chine. Euh, et de toute façon, les terres rares, c'est vraiment un enjeu pour l'électronique. Alors bon, la transition utilise un peu d'électronique pour la contrôler, tout ça, donc il y a une dimension terres rares, mais en fait, ce qui consomme des terres rares, c'est vos téléphones, vos ordinateurs et Internet. C'est là que ça va. Et tant qu'on va être dans une expansion infinie là, des quantités de données qu'on transmet, de la connectivité, les terres rares vont être sous tension. Si à un moment donné, on disait Internet tel que c'est là, ça suffit à nos besoins, le problème des terres rares, je dirais pas qu'il n'existerait plus, mais plus personne en parlerait, ce serait pas un énorme enjeu. Hmm. Très bien. Effectivement, revenons sur les questions de demande. Effectivement, on a vu que même à usage constant, c'est-à-dire sans nous changer la vie, le besoin en batterie a plutôt été revu à la baisse, ce qui permet de revoir à la baisse aussi la consommation de métaux que ça va engendrer. Les batteries LFP qui orientent à la baisse la consommation de cobalt. D'autres exemples, alors bon, c'est un exemple que tu avais donné aussi lors d'un de tes derniers passages, Philippe. Est-ce qu'on est obligé d'avoir autant de voitures qui consomment autant de lithium? Est-ce qu'on est obligé de remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques alors que voilà, sortir du tout automobile permettrait aussi de juguler les choses. Mais même si on reste dans l'automobile, il reste qu'actuellement le choix, il se vend presque plus de voitures électriques. Ce qui se vend actuellement, c'est des véhicules utilitaires sport, des VUS ou SUV qui consomment, qui sont en fait des très gros véhicules qui consomment beaucoup d'énergie et qui ont besoin de très grosses batteries. Si on allait vers des voitures de beaucoup plus petites dimensions, avec un peu moins d'autonomie, mais surtout moins de poids, en fait, on pourrait couper les besoins de lithium, je sais pas moi, d'un tiers ou une moitié ou quelque chose comme ça. Il y a une course au gigantisme. Il y a un effet rebond clairement dans l'auto électrique. Comme elle coûte moins cher à exploiter, et comme les coûts d'utilisation sont moins élevés qu'une voiture à essence, on a tendance à proposer des véhicules de plus en plus gros, avec de plus en plus de gadgets, et tout ça a un impact. Là, je veux dire, toute l'électronique qu'il y a dedans consomme des terres rares. Tous les petits moteurs électriques pour le contrôle des fenêtres, des sièges, des trucs comme ça, consomment aussi du cuivre là, pour les petits moteurs électriques, des terres rares aussi. Donc, si on va vers des véhicules plus simples et plus légers, même si on reste dans l'utilisation de l'automobile, ce qui n'est pas extrêmement souhaitable, mais si on allait vers des véhicules beaucoup plus sobres, on diminuerait aussi beaucoup nos besoins en cuivre, en lithium et en tout ce que tu veux qui va dans la fabrication de ces voitures-là. Ouais, c'est pas
vraiment le chemin qu'on prend dans le sens la place de la voiture est pas tant que ça remise en cause. Bon, mais effectivement, c'est ce qu'il faudrait faire, oui. Il faudrait Mais réaménager le territoire de manière à même faire si passer on les se voitures. refuse à mettre en cause la place de la voiture, il y a moyen de construire des voitures différentes. On n'est pas obligé d'avoir des monstres de 2 ou 3 tonnes Oui, sur la oui. route, là. Ouais. On Mm. pourrait avoir l'équivalent électrique d'une 2 chevaux, d'une Clio, des trucs comme ça. Euh, il y a quelques années, il y avait bon, j'oublie son nom, là, mais c'est ce Français qui parlait beaucoup de voitures électriques, tu le connais. Enfin, peu importe, mais lui, il Frédéric proposait... Philibert? Non. Non, Non, Aurélien Bigot? non, c'est pas Bigot, là, c'est un autre qui parle d'énergie. Enfin, qui est plus proche de Jean Covici un peu. Euh, Nicolas Meillan? Nicolas Meillan, voilà. Il me semble qu'ils Nicolas se sont un Meillan, peu éloignés. Alors, on ouais, va. ils se sont éloignés de ça, J'aimerais mais il y bien a éviter de quelques piéger années, Nicolas Meillan, mais vas-y un peu, mais ok. il y a quelques années, il militait très fort pour limiter le poids des voitures à 500 kilos, les Oui, voitures oui, alors électriques. ça c'était une bonne chose, oui. Ouais, Et ça aurait été très, très bien. Remarque, ouais. actuellement, ce que j'observe, c'est que les ventes de voitures dans le monde ont tendance à diminuer. Ils sont trop chers et ils sont trop grosses. Les gens n'ont plus les moyens de les acheter. On est passé d'un monde où en 2018, je pense qu'on vendait, 2017-2018, je pense qu'on vendait quelque chose comme 90-95 millions de voitures et de véhicules, en fait, par année dans le monde. Et actuellement, on est plutôt de l'ordre de 70 millions. Les ventes ont diminué. C'est pas uniquement à cause de la récession, les véhicules sont très gros, très chers, et les gens n'ont plus les moyens. Et on assiste à quoi? On assiste à un retour du 2 roues électrique. Les scooters électriques sont quand même en progression, les vélos électriques sont en progression. Alors on va peut-être naturellement vers des véhicules plus petits. Un vélo électrique ou même un scooter électrique, les batteries sont minuscules, puis ça consomme comme un petit poulet. Là, ça n'a pas beaucoup d'empreintes. Puis par rapport à une voiture, c'est insignifiant. Alors, il y a quand même des changements d'usage qui se font, même si les compagnies automobiles y résistent et ont envie de nous vendre des gros monstres, des très gros véhicules, très luxueux, parce que c'est plus rentable pour eux. C'est assez déconcertant. Hein, je veux dire, Ford a complètement cessé la production de voitures et se sont concentrés sur les camionnettes et sur les véhicules utilitaires sport. Parce qu'il y avait plus de retour pour eux, plus de rendement. Les profits par voiture, c'est des véhicules n'étaient pas très élevés. Mais en même temps, ils sont en train de tuer une partie de leur clientèle. Il y a une partie de leurs clients qui ont juste plus les moyens de se permettre leurs produits. Alors à long terme, je sais pas où est-ce que cette tendance-là nous mène. Les tendances ont tendance à pas durer longtemps. Il y a toujours des réajustements. Mais pour le moment, c'est ce qu'on observe. C'est quand même assez intéressant. Hmm. Bien. Je peux peut-être aller dans les mots de conclusion. On est bientôt à l'heure d'interview. On Je sais pas si n'avait pas Vincent, dit qu'on toi qui dirait connais un mot bien sur les. l'uranium? Tu voulais pas dire un mot sur l'uranium? Ah mais oui, 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 Regardez on a ça oublié de fait parler trop longtemps. d'uranium. Ouais. Non, non, mais oui, bah, ouais, j'allais parler d'autre chose, mais non, t'as raison, t'as raison. En plus, c'est Vincent qui voulait parler de ça. Oui, tiens, bah, uranium, Vincent, oui. Oui, bah, oui, bah, dans les métaux, il y a quand même l'uranium, c'est un métal, hein, au point de vue minéralogique. Et c'est aussi un métal qui a une ressource limitée. Donc on a un recensement, je pense qu'on a intermédiaire, je sais pas ce qu'on dirait Philippe, entre le pétrole et les minéraux classiques, parce qu'il y a quand même, ça a été prospecté assez largement depuis longtemps. Il y en a plus en France, hein, les mines en France ont toutes été fermées. On trouve de l'uranium dans deux pays qui sont à peu près sûrs, qui sont le Canada et l'Australie, avec des incertitudes politiques quand même internes aux pays concernés. Puis après, c'est dans les pays qui sont soit l'Afrique, soit en Asie, etc., sur lesquels on voit que les Chinois et les Russes cherchent quand même à avoir une emprise assez importante. Sachant que cette matière, d'abord, elle est rare, enfin, elle n'est pas si abondante que ça. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a peut-être une centaine d'années à production actuelle et à centrale actuelle programmée, mais si on voulait accélérer le nucléaire, on n'y arriverait pas. Et en plus, quand on construit une centrale nucléaire, bah, il faut la prévoir pour 60 ans, parce que c'est sa durée de vie, donc il faut être assuré qu'on aura pendant 60 ans l'uranium nécessaire. Donc c'est les centrales qu'on engage aujourd'hui, il faut savoir, elles seront construites dans 10 ans, 2033, bah, il faut être sûr qu'on aura l'uranium jusqu'en 2093. Donc
Sur les filières actuelles, on est quand même sur quelque chose qui est limité, mais on est dans la situation inverse de ce que disait Philippe, c'est-à-dire qu'en fait la contrainte, elle n'est pas forcément immédiate. La contrainte, elle peut être différée à la période de fin de vie de la centrale et on peut ne pas l'avoir tout de suite parce que on a suffisamment à court terme d'uranium. Parfois aussi, on a recyclé l'uranium militaire, donc on a retrouvé d'autres sources et parce que l'uranium est relativement stockable, donc on peut avoir 3 ans, 5 ans d'uranium en local, même si on l'apporte, donc ça permet d'amortir ça. Mais sur le long terme, c'est une question. Et sur les technologies actuelles, sauf à ce qu'on passe sur les technologies de type superphénix, etc., c'est-à-dire qu'on utilise l'autre partie de l'uranium, parce qu'en fait aujourd'hui on utilise dans un minerai d'uranium que 0,7% de la matière, hein, il y a 99,3% de l'uranium qui n'est pas utilisé dans les centrales actuelles pour la plupart. Et là, on est sur d'autres technologies qu'on ne maîtrise pas encore complètement, dont on ne sait pas construire les centrales. Donc, on saurait peut-être, mais aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est partout sur la grande différence par rapport aux autres ressources, c'est que là, on parle d'une ressource qu'on consomme pendant le cycle. C'est pas une extraction d'investissement comme peut l'être le cuivre ou l'aluminium ou d'autres. C'est une extraction de consommation et sur les 0,7% utiles, ben, on les a consommés pendant le cycle. Hmm. On peut ajouter sur l'uranium que la production est extrêmement concentrée. Un pays comme la France là, consomme approximativement, je pense, 8700 tonnes d'uranium par année, dans cet ordre de grandeur-là. Et il faut savoir que dans le monde, il y a 7 pays qui produisent plus que 1000 tonnes d'uranium par année. Et il y en a un seul qui produit plus que 8000 tonnes. C'est-à-dire, t'as le Kazakhstan qui en produit, je pense, 22 000 ou quelque chose comme ça. Et après ça, on tombe dans les pays qui en produisent 4 ou 5. Là. Donc, la production est extrêmement concentrée. Sur les stocks existants, il y a des stocks spéculatifs qui vont, je pense, jusqu'à 8 millions de tonnes ou quelque chose comme ça. Mais les stocks vraiment prouvés de façon certaine étaient estimés aux alentours de 2010, je pense, à 5,4 millions de tonnes. Mais il faut savoir qu'on en consomme 62 000 tonnes par année. Donc, ces 5,4 millions de tonnes sont probablement plus rendus de l'ordre de 4,5, 4,8 ou quelque chose comme ça. Et le tiers de ces réserves-là sont en Australie et en grande partie sur les territoires autochtones où l'exploitation ne sera probablement jamais autorisée de toute façon. Les Autochtones ne sont pas très intéressés à avoir de l'extraction d'uranium chez eux. Donc, en fait, quelle est la valeur réelle du stock? C'est un peu incertain. Il y a des chiffres qui sont publiés, ils sont disponibles. Est-ce que ça représente vraiment une réalité? C'est pas très certain. L'exploration de l'uranium a été très inégale. Il y en a eu beaucoup dans les années 50-60, quand il y avait le grand boom de l'industrie nucléaire et où il y avait beaucoup d'intérêt. Ça a diminué dans les années 80-90, c'est fait pratiquement aucune exploration, mais il y a eu un boom de l'exploration quand l'uranium est devenu cher aux alentours de 2007-2008, il y avait eu une augmentation des prix, et il y a eu une grande période d'exploration qui a duré 2 ou 3 ans, et on a trouvé de l'uranium, mais en quantité relativement modeste. Ce qui veut dire que si on faisait une troisième vague d'exploration, on en trouverait probablement encore moins. Donc c'est un petit peu le même problème que le pétrole. Les quantités découvertes à chaque année déclinent et actuellement on en trouve beaucoup moins que ce qu'on en utilise à chaque année. Donc même s'il y a de l'exploration et un certain renouvellement des stocks, en fait les réserves connues ont plutôt tendance à diminuer. Donc, ça aurait le même problème avec l'uranium. Puis si on est pour faire fonctionner des réacteurs pendant 60 ou même 80 ans, comme certains l'évoquent, c'est pas certain qu'on a encore les quantités qu'il faut dans 80 ans. Si on a une espèce de boom de la production nucléaire, qu'on repart le nucléaire et que ça redevient un truc important et qu'au lieu d'être à 400 et quelques réacteurs dans le monde, on passe à 1000, la production, la consommation d'uranium vient d'être multipliée par 2,5 et au lieu d'avoir 80 ou 100 ans de réserve, on est rendu à 40. Donc, on est à peu près assuré de ne pas pouvoir utiliser les réacteurs jusqu'à la fin de leur vie utile. C'est quand même un vrai Il me problème. semble que beaucoup d'experts dans cette industrie disent qu'effectivement, si le nucléaire doit être relancé dans les pays du monde qui sont motivés,
et qu'on veut que la relance soit pérenne au-delà de 2040, 2050, au vu des contraintes en uranium, il va falloir développer des réacteurs à neutrons rapides C'est ça. enfin, et autres Ça fait. technologies qui permettraient de repousser le mur alors là, de centaines ou de milliers d'années, quoi. Ouais, mais pour le Oui, moment, ces réacteurs-là n'existent pas. On en parle depuis 60 ans, on n'en a toujours pas vu la couleur. On peut pas faire des plans sur la base de technologies qui restent très spéculatives. Euh, oui. c'est Comme ça le un peu le thorium, parce problème. qu'on parle. Parfois, on évoque le thorium, c'est la même chose. Pour l'instant, il n'y a pas de réacteur réellement qui fonctionne avec ça. Donc, ouais. Puis le thorium étant pas fissile, il faut le rendre fissile dans le bombardement de neutrons. Et ta source de neutrons, ça va être de l'uranium-235 ou du plutonium. Donc la filière thorium utilise pratiquement autant d'uranium que de thorium, en fait. Au moins pour le départ du processus. Donc, ça règle pas entièrement le problème. Ok. Bon, on a parlé de beaucoup de métaux là, je pense qu'on est bien. Non, mais c'est bien, on a couvert pas mal de sujets en 1 heure. Moi, on s'en tient là, hein, messieurs, c'est chouette, je trouve. Très intéressant, ça a permis d'explorer le sujet sous pas mal de coutures, d'aborder des sujets connexes jusqu'à des sujets sociétaux sur la place de la voiture. Donc c'était sympa. Je vous remercie tous les deux et je vous dis sûrement Merci. à bientôt, hein. Merci. Oui, bien sûr, ça me fera plaisir. Merci pour l'entrevue. C'était toujours intéressant de discuter avec vous. Tout à fait. Merci Philippe. Au revoir.